Prendre la direction du Royaume-Uni avec vous, mon cher Pierre-Marie, avec, je sais pas, cette décision qui peut parfois surprendre et inquiéter. C'est la libération de 2000 détenus au Royaume-Uni. Et avec cette question, pourquoi les gauches européennes veulent-elles libérer des détenus? Expliquez-nous tout. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire, une fois n'est pas coutume, ce que je fais souvent, un fait réel, voilà, quelque chose qui est vraiment arrivé et qu'on peut, pour mieux comprendre le sujet dont on parle, saisir avec nos 5 sens. Alors, le soir du 24 octobre 2020, Anne-Lise, un prénom qui a été modifié, est invitée par un ami à une soirée à Grenoble. Et là, elle a le malheur de rencontrer, décidément, un homme plutôt louche. Et de fait, cet homme, au cours de la soirée, l'incite à boire, il la drogue à son insu, puis il la viole. Alors, au moment de déposer plainte, puisqu'elle va le dire à ses parents se montrent très, très protecteurs, évidemment, et ils vont déposer plainte avec elle. Et ses parents se rendent compte que ce viol n'aurait pas eu lieu si l'État avait fait son travail. Je m'explique. Alors, premièrement, l'accusé est lourdement connu de la justice. Il a déjà été condamné à 6 reprises. Et pire, il aurait été libéré en mai 2020 lors de la vague des libérations Covid. Alors, Maître Rajon, qui est l'avocat de la famille, a annoncé porter une deuxième plainte contre l'État cette fois, pour mettre en cause sa responsabilité. A priori, je n'ai pas encore vu les conclusions de cette procédure. Alors, je vais revenir sur ce que c'est que ces libérations Covid. Vous verrez, on arrive au sujet. Alors, ce qu'il convient d'appeler les libérations Covid, ce sont une vague de libération de prison qui a eu lieu au moment du premier confinement en 2020. Le raisonnement était le suivant, il faut libérer les détenus pour éviter leur contamination à la Covid-19. Alors, cette vague de libération anticipée aurait entraîné la libération d'au moins 6200 détenus, ce qui est un chiffre important. Et si leur effet contre la contamination n'a pas été étudié, ces libérations ont surtout créé un sentiment d'impunité chez les délinquants qui ont gagné plusieurs mois de détention sans aucun effort particulier de leur part, sans lever le petit doigt, sans même répondre à une quelconque procédure. Et c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs si le nombre de meurtres en France est en hausse constante depuis 2020, depuis cette année, selon le ministère de l'Intérieur. Mais alors, Pierre-Marie, si les libérations massives de détenus sont une erreur, tout le monde doit avoir compris. Je ne sais pas, la leçon, non? Enfin, ça me paraît surprenant. C'est ça qui est tragique. Il semblerait que non. Un autre pays européen vient d'annoncer qu'il allait procéder à la libération gratuite, on peut appeler ça comme ça, de plusieurs milliers de détenus, c'est le Royaume-Uni. Alors, on parlait d'une libération de 500 places initialement, on parle désormais de 2000 détenus selon le Daily Telegraph, voire même jusqu'à 5000 détenus selon certaines sources. Selon le gouvernement lui-même, ces libérations sont directement liées aux émeutes anti-immigration. En clair, le gouvernement va relâcher dans la nature des criminels et des délinquants de droit commun pour y mettre des délinquants, parce qu'ils ont été condamnés, qui sont par ailleurs aussi des opposants politiques, ce qui pose quelques problèmes démocratiques profonds, mais sur lesquels on va passer aujourd'hui, parce qu'en réalité, cette libération de détenus n'est pas uniquement due aux émeutes anti-immigration. Dès que le Parti travailliste a gagné les élections, vous savez, c'était début juillet, il a tout de suite annoncé, c'était une de ses premières annonces, qu'il allait procéder à la libération de milliers de détenus pour lutter contre la surpopulation carcérale. Et en Europe, ce n'est pas le seul gouvernement à le faire, ou en tout cas à le souhaiter. En France aussi, la gauche politique lutte depuis des années pour mettre en place un mécanisme de libération massive, libération gratuite et arbitraire, et j'appuie sur le mot arbitraire, de détenus. On l'appelle la régulation carcérale, et c'est un mécanisme qui vise à faire systématiquement sortir un détenu avant d'en faire entrer un autre. Le juge n'a pas le choix. S'il veut faire entrer un détenu qu'il estime avoir commis un crime ou un délit, il faut qu'il en fasse sortir un autre, peu importe sa situation personnelle, peu importe les éventuels qu'il finisse sa peine ou ses éventuels efforts en prison de réinsertion. Et avant d'avoir cette sorte de numerus clausus, au préalable, ça suppose la libération de tout le surplus actuel, c'est-à-dire entre 16 et 20 000 détenus selon le ministère de la Justice. C'est absolument énorme. Alors, à la suite du député LFI Ugo Bernalicis, qui a pris vraiment la tête de ce combat-là. En pointe sur le combat. Voilà, en pointe sur ce combat. D'autres ont pris place. On a le syndicat de la magistrature, on a la Ligue des droits de l'homme, on a des députés socialistes, mais aussi même jusqu'à une députée Renaissance, Caroline Abadie, qui n'a pas été réélue, mais qui avait été auteur en 2023 d'un rapport très officiel qui préconisait la mise en place de ce système-là. Et c'est donc logiquement qu'aux dernières législatives, le programme du Nouveau Front Populaire contenait une mesure qui paraît floue à première vue, mais qui est en fait très claire pour les initiés qui suivent ce combat depuis des années, qui était intitulée « Vaincre la surpopulation carcérale ». On sait très bien que ce sera à coup de libération. Alors pourquoi cette mesure est-elle mauvaise, Pierre-Marie ? Alors, la libération en masse de détenus, pour moi, c'est d'abord une mesure symboliquement absolument scandaleuse. Parce qu'on nous répète depuis des années qu'il est impossible à un gouvernement de demander plus de sévérité contre les criminels et les délinquants, parce que la justice doit être indépendante. Nous dit-on. Et parce que, nous dit-on, la condamnation ou la libération d'un individu ne dépend que de sa personnalité, que du crime. Ça s'appelle la personnalisation, la personnalité de la peine.
Et pourtant, dans ces libérations de masse, c'est bien le gouvernement qui s'immisce dans le fonctionnement de la justice. Je note, il est donc permis d'atteindre à l'indépendance de la justice uniquement quand ça va dans le sens des criminels et des délinquants. Donc ça, c'est pour le scandale symbolique. Mais on peut aller plus loin. C'est surtout une mesure qui a des conséquences très concrètes et objectives catastrophiques, au-delà de l'affaire d'Annelise dont je vous ai parlé. Alors c'est simple, dans l'histoire, à chaque fois qu'une libération de masse de détenus a eu lieu, elle a eu pour conséquence une hausse de la criminalité, ce qui paraît d'ailleurs être assez du bon sens. Alors en 2006, par exemple, à l'initiative de la gauche italienne, le Parti démocrate italien, a été votée la loi du 31 juillet 2006, une loi d'indulgence, comme elle était appelée. Elle a été très étudiée par les criminologues, ce qui est merveilleux ensuite a posteriori pour en tirer des leçons. Et cette loi avait pour but de lutter, je cite, contre la surpopulation carcérale, une fois de plus. Elle a permis à la quasi-totalité des délinquants italiens d'économiser 3 ans à leur peine de prison. Au total, c'était un tiers des détenus. Et il y a une étude qui a été publiée en 2013 dans The American Economic Review qui a démontré qu'après cette libération massive, les prisons se sont remplies à un rythme bien supérieur qu'au rythme auquel elles se remplissaient avant. Et la cause était simple, le crime avait explosé. Dans le mois qui a suivi la libération de masse, le nombre de crimes violents a augmenté de 13%. Mais en France aussi, ça a eu lieu. Avant que Nicolas Sarkozy mette fin à cette pratique, l'élection du président de la République, je le rappelle, donnait lieu à une amnistie. Et François Mitterrand avait ainsi accordé la plus large amnistie de la Ve République en 1981. Et cette même année 1981 a connu une hausse de près de 25% de son taux de criminalité, selon les chiffres de la Direction centrale de la police judiciaire, à tel point d'ailleurs qu'il n'a pas renouvelé l'expérience, elle était beaucoup plus réduite en 1988. Alors lorsque je vous écoute, je me pose la question, mais d'où vient, à votre avis, cette volonté de libérer les détenus ? Alors le prétexte affiché est toujours le même, c'est de lutter contre la surpopulation carcérale. On remarquera qu'en France, cet argument a plus de poids puisqu'il y a effectivement une suroccupation de nos prisons, on est à 115-120% selon les maisons d'arrêt. Au Royaume-Uni, c'est pas le cas d'ailleurs, on n'est même pas à 100% et c'est en prévision de la surpopulation qu'ils veulent déjà libérer. Mais pour moi, c'est à replacer dans un contexte plus large d'un mouvement intellectuel anti-prison, dont Michel Foucault d'ailleurs était une des figures phares, qui s'est constitué dans les années 60 et 70 et qui prétendait faire en permanence des raisonnements contre-intuitifs, voire franchement vaseux, sur la réinsertion, la récidive, sur l'effet délétère de la prison qui serait une école du crime, ou encore sur la pauvreté qui serait la seule cause de la délinquance. Et moi je pense que pour comprendre cette fascination de certains extrémistes politiques pour les criminels, peut-être qu'il faut à nouveau se référer à, vous le savez, moi je cite régulièrement, à Alexandre Solzhenitsyn, lorsqu'il décrit les rapports entre le pouvoir soviétique et les délinquants de droit commun. Je vous cite l'archipel du Goulag. On a trouvé utile et amusant qu'ils, les délinquants de droit commun, qu'ils soient des ennemis de la propriété privée, et donc une force révolutionnaire qu'il fallait guider dans le courant du prolétariat. Oui, et cela ne poserait pas de difficultés particulières. Raisonnant sur une base sociale, l'environnement n'est-il pas responsable de tout ? Rééduquons donc ces lumpen prolétaires, lumpen prolétariat, c'est le vocabulaire marxiste, bien portant, et introduisons-les dans le système de la vie consciente. En réalité, ces expériences historiques de libération massive de prisonniers nous apprennent une chose. Pour lutter contre l'insécurité, il n'y a pas besoin de se faire de nœuds au cerveau. C'est simple. Quand les criminels sont dans les rues, la criminalité augmente. Lorsqu'ils sont en prison, la criminalité diminue. Et c'est pas le Salvador, qui emprisonne massivement les criminels depuis 2 ans, qui est passé en 10 ans du pire taux de meurtre au quasiment le plus faible du monde, qui me contredira.